Bonjour à tous. Vous êtes à la Coalition internationale pour la paix. C'est la 164e coalition consécutive toutes les semaines de la Coalition internationale pour la paix. Merci aux vétérans de cette coalition qui sont là depuis longtemps, depuis longtemps et aussi à ceux qui nous rejoignent. Donc, je veux rappeler à tout le monde la raison pour laquelle nous avons créé ce forum. Je m'appelle Anastasia Battle, je suis co-modérateur avec Denis Speed. Aujourd'hui, nous avons créé cette coalition avec des gens à travers le monde entier, du spectre politique, de différents spectres politiques, de différentes nationalités, langues, différentes cultures, religions. Nous avons fait cela pour arrêter le danger de guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Et nous voulons que les mouvements de la paix s'unissent, car il y a beaucoup de problèmes de gens qui se battent les uns contre les autres, qui ne disent «Ah, je n'aime pas celui-là, je ne veux pas lui parler», alors qu'il faut s'unir pour sauver l'humanité, si nous le voulons, pour sauver l'humanité, arrêter le génocide en cours. Nous devons nous unir pour, euh, pour réussir à bâtir cette paix. Donc vous êtes vraiment bienvenus, si vous êtes vraiment pour une vraie paix. Et bienvenue donc que vous écoutiez actuellement sur Zoom ou sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Institut Schiller, où la première partie uniquement est retransmise. Pour la deuxième partie, il faudra accéder à Zoom. Le lien est dans la description. Donc partagez, n'hésitez pas à partager ce lien d'ailleurs. Donc nous allons tout d'abord entendre Helga Zepp-Larouche, qui est la fondatrice de l'Institut Schiller, présidente de l'Institut Schiller et fondatrice et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix. Merci et bonjour à vous tous. Je voudrais ajouter à ce qu'Anastasia vient de dire sur les raisons pour lesquelles nous avons créé cette coalition internationale pour la paix, sachant très bien qu'il y a différents sujets où des gens sont en désaccord. Il y a beaucoup de désaccords. Il y a des gens qui vont dire sur ce point-ci, je ne suis pas d'accord, sur cet autre point, j'ai une autre vision. Mais souvenons-vous que la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était nécessaire d'avoir une coalition internationale pour la paix, c'est car nous faisons face au danger d'une guerre nucléaire. Et alors qu'il était clair au début de cette coalition, étant donné la crise en Ukraine, depuis, en fait, il y a eu la guerre en Ukraine, et nous sommes donc dans une situation où nous avons le danger de la destruction de l'humanité qui est clairement face à nous. Je pense qu'il est vraiment important que l'on se dise, bon, nous pouvons être en désaccord sur toutes sortes de choses, mais nous concentrons-nous sur le principal, sur la nécessité de comprendre que si nous ne nous débarrassons pas de ce danger de destruction de l'humanité, eh bien tout le reste que nous aurons fait, cela aura été en vain. Il y a maintenant un danger très grand que les deux guerres les plus chaudes, la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, pourraient aller dans une escalade et aller vers un tel danger et vers un tel scénario nucléaire. Je veux parler d'un article de Harald Kuyat qui avertit exactement de cela. Et il dit, nous sommes dans une situation comparable à août 1914. Si vous vous souvenez des, des, des ides d'octobre, des canons d'août et des canons d'août. Et donc, nous sommes maintenant fin juillet. Et je pense qu'il n'est pas une exagération que c'est vraiment ce dont il s'agit, le danger dont il s'agit. Pour l'audience internationale, je vais dire qui est Harald Kuyat. Il est ancien inspecteur général de l'armée allemande et il est le président du comité militaire. Il était le président du comité militaire de l'OTAN, c'est le plus haut commandement de l'OTAN. Et il était un général de 4 étoiles, je crois, et donc de très haut niveau. Et il avertit que nous sommes dans un danger de troisième guerre mondiale.
Il dit c'est incompréhensible pour lui de voir comment des leaderships différents du monde, différents leaderships, et oublier à tel point les leçons de, de, de à quel point les guerres mondiales ont commis d'horreur sur l'humanité. Et il y a toujours des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui l'ont, des gens sinon qui l'ont entendu de leurs grands-parents, de leurs parents. En Allemagne, de nombreuses parties de l'Europe ont été mis en ruine, en champ de ruines. Et ce à quoi nous risquons aujourd'hui, c'est bien, bien plus grave. Ce qui arriverait, ça ne serait pas une guerre conventionnelle. Donc tout ce réarmement qui a lieu en Europe actuellement par la Commission de l'Union européenne qui a ce programme Rearm Europe de la coalition des volontaires, ils veulent aller dans un programme sans précédent de réarmement. Et donc, ils se préparent pour une guerre qui n'arrivera jamais sous cette forme-là. Car à partir du moment où où nous, où nous commençons, en fait, cela menace de devenir une guerre nucléaire. Car, comme l'a expliqué Couillat dans cet article très long que je ne peux que conseiller aux gens de, 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 de le lire et de le republier partout dans le monde, de le traduire, cela explique le, les termes objectifs de la situation actuelle. Et le risque, c'est que la guerre occidentale, c'est basé sur l'expansion de l'OTAN vers l'Est et avec le soutien de l'OTAN, ça veut dire aussi les États-Unis, bien sûr. Donc, l'OTAN s'approche, maintenant frappe en profondeur dans le territoire de la Russie. Et donc, il y a eu l'attaque de Koursk en Russie même. Il y a eu l'attaque sur la triade nucléaire qui n'avait rien à voir avec la guerre en Ukraine. C'était un effort clair de montrer qu'il était possible d'atteindre la dissuasion nucléaire russe. Et donc aussi, naturellement, il y a eu des attaques similaires sur les installations de la marine. Et n'oublions pas la tentative d'assassinat contre le président Poutine. Nous avons donc maintenant une situation où, bien sûr, avec l'aide des États-Unis et de l'OTAN, les drones ukrainiens vont en profondeur dans le territoire russe. La Russie, bien sûr, de l'autre côté, accélère sa guerre contre l'Ukraine. Et cette chose vraiment va à chaque fois une étape plus loin vers le potentiel d'une catastrophe. Naturellement, la décision du gouvernement Merz d'acheter les missiles Tomahawk des États-Unis, de les mettre en Allemagne, ça va encore dans ce danger. Il y a la discussion de Merz et Macron qui veulent coopérer sur les armes nucléaires. Ce n'est pas clair si les armes nucléaires françaises seraient installées en Allemagne ou sur quelle forme exactement ça prendrait. Mais en tout cas, la réponse allemande a été très claire. Ils ont dit qu'ils réfléchiraient, qu'ils prendraient ça en compte dans leur planification. Et ils ont dit que des contre-mesures de la Russie, et peut-être qu'ils pourraient envoyer des Orechnik sur ces sites où les missiles, les drones, les armes ukrainiennes sont fabriquées en Europe. Donc c'est un danger qui va vraiment très loin. L'état d'esprit en Allemagne, où c'est très, ils sont dans un mode où ils sont confrontés avec non, c'est l'état d'esprit en Russie. Ils sont confrontés à vraiment une situation où la Russie veut infliger une défaite stratégique à la Russie, que la Russie n'acceptera jamais, étant donné qu'ils sont la plus grande, la plus forte puissance nucléaire du monde. Si ça n'était pas suffisamment dangereux comme ça, la guerre en Iran aussi est en escalade. Après le mémorandum de compréhension
qui aurait été une façon de résoudre ce conflit. Il a été détruit à nouveau par les États-Unis sans aucune raison légitime. Cette guerre donc va dans une escalade. Il y a une situation où il y a des frappes très brutales le long du détroit d'Ormuz sur le territoire iranien. Et il y a eu notamment des attaques civiles des ponts, même d'une centrale de dessalement de l'eau de mer. L'Iran a répondu à cela avec des bombardements assez féroces sur les installations militaires américaines dans les pays de la coopération du Golfe et en Jordanie. Donc maintenant, cette situation, eh bien, Trump a dit qu'il allait y aller dans une escalade, qu'ils allaient vouloir frapper ce qu'ils pensent être les installations nucléaires iraniennes. Mais ces installations sont très en profondeur, en fait, dessous des montagnes. Donc, aucune bombe, bunker, des bombes destructrices de bunkers, même les bombes les plus fortes ne peuvent pas détruire cela. Donc, dans l'air, on entend, il est discuté aujourd'hui d'utiliser des armes nucléaires. Donc, si on fait cela, mais c'est la fin. Et il y a un auteur, Jack Godson, un fameux auteur de différents livres, il a dit dans une interview récemment, on lui a demandé euh, comment est-ce que une guerre nucléaire aurait lieu. Elle a dit que tous les gens du Pentagone, tous les plans du Pentagone, quand ils prévoient l'utilisation d'une arme nucléaire, eh bien, toutes les armes sont utilisées ensuite dans tous les scénarios du Pentagone. La situation au Moyen-Orient s'est accélérée et inclut maintenant le Yémen. C'est un peu compliqué car les Saoudiens ont bombardé l'aéroport de Sanaa pour essayer d'empêcher le retour de la délégation qui était allée assister aux funérailles d'Ali Khamenei. Mais maintenant, les Houthis ont déclaré qu'ils veulent fermer. Ils ont déjà attaqué 2 tankers saoudiens au niveau de Bab el-Mandeb, du détroit de Bab el-Mandeb, qui donne accès à la mer Rouge. Donc cela pourrait avoir des conséquences encore plus dévastatrices que la fermeture du détroit d'Ormuz, car énormément du trafic mondial de biens passe par cette zone, par ce détroit. Donc même si rien n'avait lieu, en fait, même s'il n'y avait pas d'aggravation, nous avons déjà les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et donc maintenant, si on va dans le détroit de Bab el-Mandeb qui amène au canal de Suez, donc c'est la fin. Donc il y a une augmentation des prix déjà des engrais, le, le manque donc de réserves pétrolières. Il y a des conséquences très graves pour les plus pauvres du monde qui vont mourir de faim. Mais si ce ne s'arrête pas vite, nous sommes dans un danger immédiat, non seulement d'une escalade de ces deux guerres, mais, mais nous pourrions avoir un plongeon de l'humanité dans une dépression pire que celle des années 30. Et cela pourrait créer toutes sortes de chaos en termes d'escalade nucléaire, etc. Il y a de nombreux aspects, de nombreux problèmes. Il y a cet étrange accord de Trump avec le gouvernement saoudien, essayant de les aider, proposant de les aider à construire un soi-disant centre pacifique de recherche nucléaire. Et donc, dans cette situation tendue, cela a été entendu par beaucoup comme le commencement d'une course à l'arme nucléaire dans la région et au-delà. Et ensuite, le président Trump a dit qu'il veut que l'Arabie saoudite signe les accords Abrahams, que bien sûr l'Arabie saoudite ne fera pas
car cela voudrait dire reconnaître, ça voudrait, ils veulent en échange que l'Israël reconnaisse l'État palestinien. Ils ne feront pas sans ça. Et donc les pays de la coopération du Golfe sont dans une situation très compliquée. Tout ce qu'ils pensaient, en fait, par rapport à leur futur économique, eh bien, est maintenant en ruine. Et donc, on a des tensions terribles. Les gens en Iran souffrent d'un trauma terrible. Chaque nuit, nous sommes assis sur une poudrière. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous faire d'autre que d'étendre nos efforts de la coalition internationale pour la paix, qui doit absolument augmenter ses efforts, car après 104 semaines, après 164 semaines consécutives de cette coalition internationale pour la paix, nous sommes toujours de plus en plus proches du danger de guerre mondiale. Et je veux insister qu'il n'est pas suffisant d'arrêter la guerre, mais vous devez aussi arrêter les causes. Une initiative très importante. Je ne veux pas élaborer plus, car Jacques Gilroy le fera. C'est la lettre à l'archevêque, un archevêque lui demandant de mettre tout son poids pour encourager le pape Léon XIV pour jouer un rôle similaire que le pape Jean XXIII avait fait au moment de la crise des missiles de Cuba. C'est une très importante initiative. Je vous demande tous de la soutenir. Et notre événement qui va venir dans une semaine de maintenant, euh, et la Coalition internationale pour la paix va s'unir avec l'EIR pour une table ronde d'urgence vendredi prochain, même lien et même heure que cette coalition pour la paix. Donc, pour pousser à une coopération vraiment de tous les pays et notamment pour résoudre la crise des migrants. Nous n'allons pas résoudre la crise des migrants en construisant des murs, en construisant des camps de concentration pour mettre les migrants. C'est le pape François qui avait appelé les camps de réfugiés autour de la Méditerranée. Il avait dit que c'était des camps de concentration et c'est ce qu'ils sont. Mais nous devons suivre ce qu'a dit le pape Léon XIV de manière répétitive, notamment en Espagne, dans de nombreux serments, discours, aussi à Lampedusa en Italie. Il a dit, nous devons créer les conditions dans lesquelles les réfugiés puissent rester dans les pays d'où ils viennent, car tout le monde veut rester dans son pays natal, bien plus que de prendre la course dangereuse de traverser la Méditerranée et de risquer de mourir, d'être mis dans un camp. Donc, ce qu'il faut, c'est un programme de développement massif. Nous avons écrit des programmes de développement pour l'Amérique latine, pour le Moyen-Orient, le plan Oasis et pour toutes les régions du monde. Et c'est le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Si l'on commençait sérieusement à faire cela, nous pourrions avoir des milliards de nouveaux emplois en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Cela nécessiterait de passer de la confrontation à la coopération. Et donc, résoudre la crise des migrants, ce n'est pas juste aider des milliards de gens, mais c'est d'aller vers un nouveau paradigme complètement nouveau des relations internationales. C'est exactement ce qui est nécessaire et c'est pour cela que nous appelons à une nouvelle architecture internationale qui doit prendre en compte les intérêts de tous les pays sur la planète. Car nous sommes l'espèce humaine, nous sommes l'espèce créative et nous devrions être capables de résoudre cette crise existentielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais dire pour commencer. Merci, Elga. J'ai mis 2 liens dans le chat, dit-elle. Elle a fait un Google Doc avec quelque chose qu'a fait Jack Gilroy pour voir s'ils veulent soutenir cet appel au pape Léon XIV, je suppose.
Et donc, pour voir si vous voulez ajouter votre nom. Et elle dit que c'est aujourd'hui le dernier moment pour ajouter son nom. Et elle a mis aussi l'invitation à la table ronde de vendredi prochain. Donc, elle voulait s'assurer que tout le monde ait l'invitation et je la mettrai bientôt aussi en français, l'invitation dans le chat. C'est avec le même lien qu'aujourd'hui. Ça ne sera... Ah non, ce sera un autre lien que le lien de la Coalition internationale pour la paix. Donc, merci, Elga, pour nous donner un sens de la situation actuelle. Merci. Je vais donner la parole qui, s'est mobilisé. Il a fait cette lettre à l'archevêque. Il est à Pax Christi New York et Pax Christi International. Il a fait il a mené de nombreuses autres initiatives depuis très longtemps. Merci, Jack, d'être avec nous. Merci, Anastasia. Ce que vous avez dit et Helga aussi est effectivement assez sombre. Et il est tout à fait vrai que les gens ne peuvent plus continuer à vivre dans un état de déni de la réalité, parce que tous les autres problèmes deviennent superflus si nous en arrivons au point d'une guerre nucléaire. Je vais parler de ma lettre bientôt, mais avant, je veux dire que hier, qu'une représentante du mouvement Pax Christi a présenté une initiative à un archevêque. Et je souligne pourquoi nous donnons autant de tension à la diplomatie. Et nous le faisons parce que, eh bien, personne d'autre ne le fait. Dans les autres conférences internationales, on entend très peu de diplomatie. Et on peut voir très clairement que ce que s'y dessine, c'est une voie vers la guerre, comme dans le passé. En 1962, les États-Unis ont dit que la Russie devait absolument faire marche arrière avec leurs bateaux qui se dirigeaient sur Cuba et aussi mettre fin au survol de Cuba qui avait montré que la Russie ou l'Union soviétique était en train d'y installer des missiles capables d'atteindre le territoire américain. Donc, le président Kennedy et d'autres ont dit que si les soviétiques ne mettaient fin tout de suite à cette initiative et ne faisaient pas revenir ces bateaux de guerre, les États-Unis les bombarderaient tous. C'était un moment extrêmement tendu. Tout le monde y tenait la respiration et tout le monde était obligé de devenir ou de pratiquer de la diplomatie secrète. Le Jean XXIII, qui était le pape à l'époque, qui était engagé aussi un conseiller du pape et intervenait auprès des soviétiques et auprès des Américains. Il y avait un des émissaires qui a publié un article dans le magazine New Yorker et il servait d'opérateur clandestin à l'époque. J'ai appris l'existence d'un certain Norman Cousins par Rebecca Coven et c'était l'un des
l'une des rares personnes qui a pu pénétrer dans le Vatican pour parler avec le pape Jean XXIII. Et Ray McGovern, qui a passé 27 ans comme assistant aux différents présidents pendant ce temps-là, à partir de Kennedy. Et McGovern a dit que la chronologie était un peu erronée dans la lettre que j'avais écrite. Donc, il a corrigé la chronologie apparue dans la lettre. Après, nous avons contacté Jim Douglas, l'auteur du livre sur l'assassinat de Kennedy, qui fait absolument autorité parmi tous les cercles, en fait. Il a fait un travail de recherche énorme. Et il a proposé qu'il fallait prendre un ton plus conciliateur envers l'archevêque à qui nous nous adressions. Et donc, la directrice députée de Pax Christi International, elle a un peu révisé le premier paragraphe. Ray McGovern y a ajouté des informations très précises. Et nous avons aussi un professeur de l'American University. C'était une autorité en matière d'armes nucléaires, et professeur d'histoire. Et cette personne, Peter Kucinich, a dit qu'il était convaincu que lorsque la chronologie est fixée, qu'on pourrait envoyer cette lettre. Et donc, sur fond de l'apport de tant d'individus experts, y compris une personne qui est dans l'Église, une autorité dans l'Église catholique, c'est-à-dire John Greer. Et il était auprès de l'archevêque Wester au moment où il écrivait sur la non-violence. Une partie de ce diocèse, c'est à Los Alamos, où il y a le grand laboratoire scientifique. Donc, nous croyons que l'archevêque Wester, un homme très intelligent, mais doux, et bien informé, nous pensons qu'il devrait se rendre à Rome pour être reçu par le pape et puis appeler le pape à convenir à rassembler les experts du monde entier à l'instar de ce que le pape Jean XXIII avait fait à l'époque envers Khrouchtchev, soit un dirigeant communiste, et Kennedy. Et lorsque Khrouchtchev, à l'époque, a décidé de retirer effectivement ses bateaux et ses missiles de Cuba, il a reconnu que l'initiative avait été démarrée en réalité par le pape Jean XXIII. John Kennedy aussi avait pris la parole sur Radio Vatican et il avait appelé les dirigeants du monde à écouter le cri de l'humanité pour mettre fin au danger nucléaire. Maintenant, le premier traité d'interdiction d'armes nucléaires a été achevé quelque temps après ces négociations entre Khrouchtchev, Kennedy et le pape Jean XXIII. C'est une leçon très importante de l'histoire. Je remercie l'Institut Schiller de nous avoir une plateforme pour discuter de cette lettre et de nous avoir fourni une
une ouverture à des couches très différentes de la population parmi les différentes religions aussi. Nous allons envoyer cette lettre, mais vous pouvez y joindre votre nom encore, pas de problème, parce que nous allons envoyer la semaine prochaine une liste mise à jour aussi à l'archevêque. Nous avons déjà reçu le soutien de personnes importantes comme Ray McGovern, qui est souvent ici avec vous à la coalition. Aussi Martin Sheen, qui a été arrêté au moins 40 ou 50 fois à cause de sa lutte en faveur de la non-violence. Il est tout à fait favorable à la lettre qu'il a signée même sans le lire. Nous avons aussi un prêtre qui a été très actif dans la lutte devant une base américaine des Amériques. Et il a dit qu'il allait signer sans problème cette lettre parce qu'il soutient tout ce que fait Pax Christi et aussi l'Institut Schiller. Maintenant, je ne vais pas faire toute la liste des signataires. Vous pouvez voir la liste des signataires sur la lettre. Mais je vous demande d'envisager de devenir un émissaire de la diplomatie en soutenant cette initiative. Et je pense qu'il est important que le président chinois Xi Jinping aussi, et même notre président, je ne vais pas dire le nom, mais le président Trump, sont capables de se réunir pour la paix. Et je crois que le Vatican, en tant que puissance neutre, pourrait être un bon endroit pour tenir une telle conférence, ou peut-être à Vienne, qui est dans un pays neutre aussi, l'Autriche. Comme Anastasia l'a dit au départ, et Helga aussi, qui en a donné les détails, elles ont expliqué les dangers que nous confrontons aujourd'hui. Je n'ai pas plus à ajouter, mais je vous incite donc quand même à lire cette lettre, à la soutenir. Et il est très important qu'on ait le plus de soutien possible. Et nous appelons tout le monde à mettre de côté vos problèmes, disons personnels ou locaux. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tout, mais si nous sommes tous d'accord sur la nécessité de mettre fin à l'arme nucléaire, il faut qu'on travaille ensemble à cette fin. Merci, Jack et Anastasia, qui vous invite aussi à signer cette lettre dont vous trouverez un lien dans le chat. Il est très important, il passe sans dire. Maintenant, je vais demander à José Vega d'intervenir. Je crois que c'est une activité en parallèle d'organisage aux États-Unis contre l'amendement 219 du budget de la défense américain. Et notre mobilisation contre cet amendement est très importante. José Vega est un candidat au Congrès américain. OK, vous m'entendez bien, demande posée. Je remercie Helga pour toutes ces initiatives et aussi Jack Kilroy pour
son initiative d'avoir écrit cette lettre et de mobiliser du soutien pour elle. Et moi-même, je voulais donner un petit compte rendu de ce que nous faisons auprès du Congrès américain, qui a aussi des ramifications internationales. C'est tout à fait en lien avec les guerres qui sévissent aujourd'hui. La section 219 fait partie d'un projet de loi sur l'autorisation de la défense nationale, c'est-à-dire c'est le budget de la défense pour l'année 2027 euh, qui commence en fait très bientôt pour l'année fiscale. Et dans cette section 19, en gros, et son nom officiel, ça s'appelle la coopération technologique entre les États-Unis et Israël. Mais moi-même et le colonel Lawrence Wilkerson l'a surnommé la loi Jonathan Pollard. Alors Pollard, c'était un espion un Américain qui espionnait pour le compte d'Israël et qui transmettait les renseignements à Israël. Mais si cette section 219 devient loi, cela fera que l'action d'espionnage que faisait Jonathan Pollard devient inutile parce que c'est inscrit dans la loi qu'il y aura un partage de ce genre de renseignements entre Israël et les États-Unis. Donc, maintenant, dans la Chambre des représentants, il y a eu des tentatives, notamment par Thomas Massie, et Thomas Massie et Ro Khanna avaient écrit un amendement qui aurait supprimé cette section 219. Et après, il y a eu une autre initiative par la députée Imar pour enlever ce passage du projet de loi. Mais cet amendement, cette section 19, Benjamin Netanyahu s'est vanté d'avoir été à l'origine de ce genre d'initiative parce qu'il a dit oui, nous avons décidé que ce n'est pas bien que les États-Unis soient considérés comme le financier de la machine militaire israélienne. Il faut faire en sorte que ce soutien financier passe par des canaux plus discrets, disons. Et maintenant, cette section 19 a été approuvée par la Chambre des représentants et la loi passe maintenant au Sénat. Il y a même quelques républicains qui se sont opposés à la section 219 et qui voudraient l'enlever du projet de loi. Certains sénateurs en ont parlé à Hexet, au ministre de la Défense Hexet, ou à Marco Rubio. Mais si c'était vrai que c'était tellement, disons, délicat de faire approuver ou d'être même considéré comme trahison si le Sénat devait l'approuver, ça, c'est un argument qui a été avancé par certaines personnes, dont Denis Kucinich, qui a été souvent chez nous ici à la Coalition d'ailleurs.
Et il a appelé les gens, il a fait appel aux gens d'aller voir leurs députés, leurs élus, leurs sénateurs pour, pour leur faire savoir qu'ils y sont opposés. Kucinich a été sur différents podcasts, y compris celui de Tucker Carlson, ou avec Max Blumenthal et Aaron Maté, et sur, sur d'autres podcasts comme celui de Jimmy Dore ou le fils d'Alex Jones ou Tirana, je n'ai pas compris le nom. Et il y avait aussi plus de gens, disons, plus à droite qu'à gauche là-dessus. Et il est en train de donner les noms des personnes de différents podcasts, mais ils ont tous appelé la population à se mobiliser, à faire des appels. Donc, il y a eu beaucoup d'activités. C'était un peu partout sur les médias sociaux. Les gens qui téléphonaient, qui envoyaient des emails, qui contactaient les bureaux des élus et des hommes politiques, des citoyens ordinaires qui demandaient à leurs politiciens qui de poser des questions très simples. Et même Octavia, comment ça s'appelle? Octavia Cortez a, a été interrogée là-dessus et la population leur a dit que ce serait traître de passer cette section. Et par conséquent, certains des républicains qui ont été votés pour la section ont dit, oh non, nous l'avons fait, mais nous allons après le retirer. Donc, mais ils le font, oui, ils avancent cet argument juste pour essayer de faire en sorte que la pression diminue. Mais le fait même qu'ils soient obligés de dire qu'ils s'y opposent en réalité montre l'efficacité des pressions déjà exercées. Et nous devons faire monter la tension qui existe déjà. Selon le motto, si vous votez cet amendement, vous allez peut-être perdre votre siège lors de la prochaine élection. Les gens sont prêts à faire certaines interventions qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Et je sais que le problème, la question est vraiment une préoccupation majeure des bureaux des élus, non seulement des élus eux-mêmes, aussi de leurs conseillers, de leurs assistants, etc. Et l'exemple que Jack vient de soulever avec cette lettre à l'archevêque, c'est un bon exemple pour nous tous, parce que pour nous tous, où que nous soyons et quelle que soit euh, notre expertise, nous pouvons faire quelque chose. OK, merci José beaucoup d'avoir fait cela. Et c'est une mobilisation évidemment d'une importance extrême. Je sais que vous avez travaillé aussi avec Massey et avec Marjorie Taylor Greene dans ce sens-là. Helga a aussi souligné la nécessité de mettre en avant le danger de guerre nucléaire parce que c'est ça en réalité l'enjeu réel. Maintenant, je vais
retourner à Helga Zaplarouche si elle a une réponse sur ce que nous avons déjà entendu. Moi, j'ai une question à Rosé. Je vois que Cliff Kirakov nous a rejoint aussi. Donc, la question est adressée à vous aussi. Peut-être que vous pourrez expliquer à un public international ce qu'on peut faire maintenant. José, euh, le, le projet de loi a été adopté à la Chambre. Maintenant, ça va au Sénat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Les citoyens américains, mais peut-être aussi qu'à l'international, les citoyens peuvent faire quelque chose. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Si vous pouvez expliquer la procédure. Et Cliff, vous avez aussi une grande expertise. Cliff Kirakov, oui, oui, vous avez souligné, Helga, la nécessité de mobiliser contre la guerre nucléaire. Et dans ce sens, absolument, les citoyens américains peuvent contacter leurs élus nationaux, le gouverneur, etc. Et c'est valable que que vous contactiez en tant que citoyen américain l'élu de votre État ou d'autres. Les citoyens peuvent contacter tout le monde. Les appels téléphoniques sont apparemment les plus efficaces, mais aussi les bureaux ont aussi bien sûr des adresses courriels. Vous pouvez envoyer des messages. C'est aussi important pour la Chambre ou pour le Sénat. Il y a aussi le courrier physique. Si vous envoyez des lettres par la poste, c'est efficace aussi. Et en principe, l'élu va compiler des informations, enfin son staff, sur ceux qui sont pour ou contre un tel vote. Et ces statistiques sont ensuite présentées aux députés ou aux sénateurs. Et ils savent alors que les citoyens qui les ont contactés sont tant sont pour et tant sont contre. Et aussi, si vous appelez ceux qui sont au téléphone, vont prendre note de votre intervention. Ce ne sera pas en vain. Et ces données seront aussi collectées et présentées aux membres du Congrès concerné. Il existe un système au sein de chaque bureau de membres du Congrès, un tel système de communication. Mais bien sûr, les appels ou les emails qui viennent directement de personnes, d'électeurs dans leur circonscription, pèsent un peu plus lourd pour des raisons évidentes. Si quelqu'un appelle son propre député ou son propre sénateur, mais ce n'est en aucun cas nécessaire. On verra au Sénat si la section de 219 figurera dans la version devant le Sénat. Mais les règles au Sénat sont différentes de la procédure à la Chambre.
Et dans le cas de la Chambre, le projet de loi tout d'abord passer contient la règle, comme on dit, et si elle est approuvée à ce stade préliminaire, le projet de loi sera soumis au Congrès. Et s'il y voit un problème, ils ne vont pas l'envoyer devant le Congrès. Côté Sénat, le projet de loi sortira du comité de la commission concernée. Et puis, dans le cadre des règles sénatoriales, il y aura un vote à un moment donné. Et après, chaque version du projet de loi vont être fusionnées, pour ainsi dire. Si la version de la Chambre contient la section 219 et le Sénat pas, il y aura un processus de réconciliation pour concilier les deux versions. Et là-dessus, il y aura des représentants des deux chambres. Et à ce stade-là, le paragraphe ou la section contestée peut être éliminée. Donc, la première étape, c'est le vote dans l'hémicycle de tous les sénateurs. Et deuxièmement, il peut y avoir des pressions exercées au niveau de la commission de conciliation. Est-ce que vous avez dit à propos de comment organiser une nouvelle architecture de sécurité? Il est très important d'avoir cette vision devant nous, c'est-à-dire que la diplomatie honnête et sincère, une diplomatie efficace parmi les différentes nations peut parvenir à un arrangement diplomatique permettant de créer une architecture de sécurité. Malheureusement, les Nations Unies n'ont pas été absolument brillants dans leur performance jusqu'à présent face aux pressions américaines et autres. Mais il y a quand même un bloc d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de voix qui est acquis à l'Ouest, mais il y a beaucoup plus de voix qui appartiennent à la majorité internationale ou à la majorité globale, comme on dit. Il y a sans aucun doute un bloc de la majorité globale qui est en montée de puissance alors que l'Ouest perd de son influence. Et je crois que cette configuration de force est en train de changer rapidement. Aux États-Unis, même plus de 50% des Américains ne soutiennent plus Israël, la politique israélienne, et critiquent les activités génocidaires du gouvernement Netanyahou. Il y a aussi de nouvelles élections en Europe qui vont se tenir et il y a des voix pour la paix qui se font entendre de plus en plus fort. Donc, je crois que le renouvellement de la diplomatie, contrairement à la militarisation, est en augmentation.
Alors, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, c'était une grande force philosophique derrière le militarisme qui est né à la fin du 19e siècle en Europe et qui conduisit à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Mais aussi au cours du 19e siècle, il y a eu beaucoup de diplomatie, beaucoup de conférences de paix, beaucoup d'activités diplomatiques qui auraient dû rendre possible d'éviter la Première Guerre mondiale. La tradition diplomatique était très forte et l'internationalisation contre le militarisme était aussi très forte pendant cette époque. Donc, je voudrais souligner que nous devions nous concentrer sur l'esprit de l'internationalisme, comme l'a dit Helga, et que cet esprit d'internationalisme doit prévaloir à nouveau. Malheureusement, le militarisme semble n'est pas maintenant si évident. Nous voyons l'Ukraine qui est utilisée comme bouclier contre la Russie par les États-Unis et par l'Ouest. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité. Et c'était déjà en cours à l'époque avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. Mais il faut dire qu'à un moment donné, cette guerre, il faut supposer que cette guerre va arriver à terme. Et alors, il faudrait qu'il y ait un processus diplomatique qui prenne en considération aussi tous les voisins de l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, etc. L'autre architecture régionale serait au Moyen-Orient. Et il y avait bien sûr la suggestion que l'architecture régionale soit qui soit capable d'organiser une telle architecture avec l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, et que ces pays-là pourraient être des facteurs importants. Je vais vous arrêter pour un instant pour vous présenter aussi à nos participants. Le professeur Kyrakov est l'auteur de plusieurs livres, y compris un nouveau livre sur le sionisme chrétien. Et en réponse à la question au départ, je veux être sûr que les gens aient le numéro de téléphone nécessaire pour contacter leurs élus. Donc, vous pouvez contacter vos élus. To bring in Larry Johnson. If you can just do that, please, Dennis. Thank you. Je vais demander maintenant à Dennis Speed d'introduire Larry Johnson. He's got his happier shirt on today. That's the Australia-New Zealand shirt. Yeah. So Larry est avec nous. I think properly terrifying people, not because she's a bad person, but because she's trying to let them know that the level at which people are presently deployed is not adequate, and she
has specifically referred Oui, to the Larry, General je Patrulla, vous the informe un peu military de committee, ce que Helga nous a Director General déjà was brilliant there. présenté And I'll just reference euh, one quote. You sur le probably danger referred des to guerres this already, nucléaires. Larry, but I just want to sort of Je tell you vais by aussi, this is the only thing I think you need to know to be put right into the et je discussion. vais vous He says, citer "We are dealing with a nuclear power, namely the largest nuclear power une on this earth. citation, nous avons affaire à la plus grande puissance sur la Terre avec l'arme nucléaire qui est capable de détruire le monde entier. N'est-ce pas cela une raison pour éviter une telle guerre? Parce qu'ici en Europe, une guerre nucléaire conduirait à un hiver nucléaire d'au moins 50 ans. Et le général Kujat est la personne qui cite, parce que le général Kujat déplore le fait que les dirigeants européens aient oublié les leçons de l'histoire de là où conduit une telle militarisation et un tel belligérisme. Et nous avons discuté de ceci dans le contexte de la loi sur le budget de la défense américain et cette section 219 qui prévoit l'intégration des renseignements américains et israéliens. Et nous avons le contexte est extrêmement dangereux avec l'escalade ces derniers jours des bombardements contre l'Iran. Voilà, Larry, vous avez la parole. I just got off of NEMA's dialogue work show with Larry Wilkerson, and Colonel Wilkerson was quoting your recent piece. Donc, il parle du colonel Wilkerson. Many mentions because you're sort of your latest tour de force, reviewing the whole global situation. Donc, il fait un tour de force. En fait, c'est important de tout ce qu'il amène sur la situation internationale. Aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée, je pense. Trump a fait des menaces toute la semaine sur des menaces donc de frappes massives. Je pense que ça va arriver aujourd'hui après que les marchés ferment. Et cela va être une frappe massive sur l'Iran. Cela va cibler un site nucléaire, des infrastructures énergétiques. Et l'Iran y est préparé. Ils comprennent que cela arrive et il y a déjà des signaux que si cela arrive, la réponse sera complète et dévastatrice sur toute la région. Ils ont déjà pris, je pense, la moitié, ils ont détruit déjà la moitié des installations de désalination au Koweït et la plupart des infrastructures énergétiques. Je pense que l'Iran vont terminer le travail au Bahreïn, ils l'ont terminé au Koweït, je veux dire, ils l'ont fait au Bahreïn, ils vont terminer le travail au Koweït, ils vont faire la même chose au Qatar sans doute. Et il y a une heure, j'ai vu que l'Iran a déjà ciblé deux sites cités comme des centres de logistique américains en Arabie Saoudite. Donc cela amène à un nouveau niveau d'escalade. Et cela est mené en large partie, comme Stephen Miller, des gens qui sont autour de Trump, qui le convainquent que « Ah non, on n'a vraiment pas fait assez, on n'a pas lancé assez de bombes, on n'a pas tué assez de gens, il faut vraiment qu'on y aille plus fort. » Donc ils vont essayer de faire cela, mais ce qu'ils vont trouver, c'est que cela ne va pas faire tomber l'Iran et que cela va amener à un nouveau niveau de destruction, particulièrement en Israël. Et c'est pourquoi les Israéliens ont envoyé des signaux très variés, extrêmement variés. D'un côté, si vous écoutez la rhétorique politique, qu'ils disent, voilà, avec Dieu, on va détruire ces Iraniens.
Mais il y a une semaine, nous avons eu le ministre du Transport d'Israël qui a dit aux militaires, ah, ils ont dit, oui, il a dit aux Américains, virez vos avions de ravitaillement américains de notre pays. Pourquoi ont-ils dit ça? Pourquoi a-t-il dit ça? C'est parce qu'ils savent que du coup, ils seront une cible, ils seront frappés par l'Iran pour frapper ces avions notamment. Donc, ils ne veulent pas être frappés par l'Iran. Il y a des bases aériennes donc que les États-Unis ont dû quitter. King Faisal, la base aérienne King Faisal en Arabie Saoudite et une dans un autre pays qui a été fermée. Donc, c'est des bases qui ont été mises en Israël, relocalisées. Le vrai problème auquel fait face Israël, c'est qu'il y a deux raffineries qui produisent du diesel et du diesel aussi, du combustible pour les avions. Ils ont déjà été abîmés, ils sont toujours capables de produire, mais pas au niveau optimal. Les missiles balistiques iraniens vont cibler ces structures. Si ce conflit continue, elles seront détruites. Et à ce point-là, Israël n'aura plus de diesel et n'aura plus de carburant pour ses avions. Donc, ils auront besoin d'avoir de l'approvisionnement de l'extérieur et ça prend du temps. Et donc, ils n'auront plus cette capacité pour mener des actions aériennes et terrestres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous avons Trump qui est dans son monde de fantaisie. Il a mis sur les réseaux sociaux, il a dit la Russie et la Chine n'aident pas l'Iran du tout. Et je pense que Trump est prêt à acheter le pont de Brooklyn aussi, oui. Et en fait, quelle est la réalité? Car la réalité, c'est que la Russie et la Chine soutiennent énormément l'Iran. Il y a eu la confirmation hier soir que la Chine envoie des armes offensives. Ils veulent qu'elles soient testées dans un environnement de combat avec les États-Unis. Car c'est une chose de faire des missiles hypersoniques, de faire une simulation, mais ça ne vous dit pas si ça va vraiment fonctionner au moment où il y a une guerre, au moment où votre petite existence dépend de ces armes. Donc, du coup, l'Iran est un moyen pour la Chine de tester. C'est un centre de recherche. Du coup, ce champ de bataille est un centre de recherche pour la Chine pour tester leurs armes. Et chaque missile qui est lancé sur l'Iran, c'est un missile de moins qui est disponible en moins pour être lancé sur la Chine. Et nous avons tous les signes que les frappes vont arriver. Tout le personnel français, allemand, etc., ferme. Les ambassades ont fermé à Téhéran. Les satellites européens, on leur a demandé de ne pas faire de photos autour du golfe Persique. Donc quelque chose va arriver. Je pense que les prochaines 24 heures vont vraiment changer cette guerre dans d'une direction encore plus grave et qui sera au détriment des États-Unis et d'Israël. Merci beaucoup, Larry, pour cela, pour cette mise à jour très précise du moment même. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre presque toutes les semaines. Je voudrais maintenant donner la parole à Elga Zep-Larouche pour qu'elle nous donne une réponse, une réaction. Elga Zep-Larouche dit, je pense que ce que tu dis, Larry, si cela arrive, nous sommes dans une nouvelle géométrie de destruction. Et la grande question, et cela peut s'accélérer étape par étape, la destruction de l'économie mondiale, c'est un résultat qui nous pend au nez et pas si loin dans le futur.
Je pense que l'idée d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement, les gens vont paniquer. On ne peut pas arrêter peut-être l'Iran on ne peut pas l'empêcher de bombarder les sites nucléaires iraniens. Et j'espère qu'il utilisera des armes conventionnelles et pas quoi que ce soit d'autre. Mais alors que ce conflit ou que cette guerre s'accélère, je pense que les gens vont être de plus en plus paniqués. En d'autres termes, plus de pays, plus de forces dans les pays vont se réveiller et vont se réveiller de leur complaisance horrible. Beaucoup de gens, ils sont encore dans cette complaisance. C'est incroyable. Il y a des larges sections de la population en Europe et aux États-Unis qui ne sont pas au courant de la situation dans laquelle nous sommes. Mais alors que cette situation s'aggrave, je pense, espérons que va nous donner plus d'opportunités pour vraiment adresser la question que c'est une course qui peut juste arriver dans une seule direction, c'est la fin de la civilisation. Et Kouyat l'a dit, un hiver nucléaire de 50 ans, personne n'en survivra. Et je suis totalement d'accord avec cela. J'ai étudié les écrits de gens comme Théodore Postol et d'autres depuis longtemps. Donc, nous voyons le potentiel de la fin de la civilisation. Donc, avec cela qui devient clair, sensible, car les prix de pétrole explosent notamment, je pense qu'il faut vraiment appeler, bien sûr, il y a ce que Jack Gilroy, qui est extrêmement important dans ce contexte, car le pape est probablement l'institution morale qui peut intervenir et catalyser au moins une dynamique, de la répandre. Mais un flanc à cela, il faut vraiment bâtir une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement qui doit prendre en compte l'intérêt de chaque pays. Car si vous laissez un seul pays de côté, cela ne fonctionne pas. Le traité de Versailles, qui, qui a laissé l'Allemagne de côté, ça a laissé la Chine de côté, de nombreux pays, c'était juste une étape pour la pour la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il faut prendre en compte l'intérêt de sécurité de chacun. Il faut une sécurité indivisible. C'était également dans les accords finaux de Helsinki, cette idée-là. Et je pense donc que l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, même si cela semble être très loin, étant donné les circonstances actuelles, eh bien, je pense que cela a quelque chose d'important où il faudra se concentrer, où il faudra que la majorité globale demande, c'est notre avenir également, pas seulement le vôtre. Vous ne pouvez pas ruiner le monde. Nous faisons partie de ce monde. Si cela venait un cri de ralliement, eh bien, peut-être de telles idées pourraient amener le monde vers un domaine différent. La seule proposition que je connaisse, à part celle qui a été promue par nous, par l'Institut Schiller et aussi par la Coalition internationale pour la paix, c'est la proposition de la Chine pour une initiative de gouvernance globale. Je l'ai regardée et c'est essentiellement une préparation très fonctionnelle qui peut marcher, basée sur la souveraineté, sur l'égalité, sur la diplomatie, sur les 5 principes de coexistence pacifique. Donc, je pense que nous devrions probablement commencer à discuter de cela très sérieusement, car comme vous êtes au bord de la destruction potentielle de l'humanité, eh bien, peut-être que les gens sont prêts à considérer et que nous avons besoin d'un changement de paradigme si l'on veut survivre. Oui, absolument, dit Anastasia. Elle dit, je veux juste montrer aux gens l'invitation à la table ronde de l'EIR. Donc, j'ai mis dans le chat une invitation en français à cette table ronde de vendredi prochain. Résoudre la crise migratoire avec le développement. Vous devez connaître l'importance de l'encyclique du pape Léon XIV. Elle dit, je veux rappeler aux gens
que cette réunion sera conjointement organisée par la Coalition internationale pour la paix et, et par l'EIR. Donc elle dit ce sera mis à jour sur le lien qu'elle a mis euh, avec les intervenants seront ajoutés notamment. Elle met le lien dans le chat pour pouvoir lire l'invitation. Donc voilà, ce n'est pas sûr sur le lien Zoom que ce soit le même que la Coalition internationale pour la paix, mais comme je l'ai mis dans le chat, vous pourrez aller, quand la vidéo sera créée, du lien YouTube, car ça sera en direct sur la chaîne YouTube de l'Institut Schiller. Toutes les infos seront mises au fur et à mesure dans ce lien. Et si le lien Zoom est disponible, il y sera mis. Et dans tous les cas, vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube de l'Institut Schiller en français. Jack Gilroy parle de la différence entre la Chambre et le Sénat aux États-Unis et de la difficulté de mettre en place, de défendre des lois là-bas. Il dit qu'il n'est pas trop tard. Et j'ai fait du lobbying pendant des années à la Chambre des représentants et au Sénat. Et les sénateurs, les aides des sénateurs aiment les choses simples, je crois. Une carte, un peu comme une carte postale, la taille d'une carte postale, enfin une petite carte. En fait, de leur donner un petit document, une petite carte avec des projets importants et des liens, éventuellement des choses où ils peuvent approfondir. Parce que si on leur donne un document trop long, évidemment, ils mettront longtemps à le lire. Il dit d'envoyer une carte ou une lettre à votre sénateur, de l'envoyer de l'envoyer quelque chose de personnel, en fait, pas juste quelque chose que vous avez copié d'ailleurs. Si vous n'avez pas le temps, c'est toujours utile, mais si vous pouvez personnaliser vos messages, c'est mieux. Et c'est pareil pour ici en France ou où que vous soyez dans le monde, dans votre pays, pour contacter des gens, des soi-disant élites, pour leur faire pression qu'ils arrêtent la folie actuelle. Donc il dit il y a une psychologie du militarisme, il n'y a plus de diplomatie aujourd'hui. Nous avons un secrétaire d'État incompétent. J'étais au comité des affaires étrangères du Sénat, j'étais dans le staff. Je suis familier avec les processus du gouvernement de ce point de vue-là aux États-Unis. Et il y a beaucoup de problèmes dans notre gouvernement. Il y a certainement des bonnes personnes dans la bureaucratie, dans les institutions, absolument, dans le renseignement. Mais ils sont sous pression sévère. Je voudrais demander à Larry, je voudrais poser une question à Larry. Elga a parlé de la diplomatie, je l'ai mentionné. J'ai suivi votre nouvelle page sur YouTube avec Pepe Escobar. Vous avez des chaînes très bonnes, des choses très bonnes sur la diplomatie au Moyen-Orient. Pourriez-vous nous donner une mise à jour sur le leadership pakistanais? Merci, Cliff, dit-il. Oui, c'est un bordel. Le Pakistan, c'est un cas curieux, étant donné leur longue histoire, vue par beaucoup comme étant un vassal britannique. Ils ont travaillé avec le programme U2, ils ont travaillé avec les États-Unis, avec la CIA, contre
contre la Russie, l'URSS à l'époque où ils étaient en Afghanistan. Ils ont une relation de plus en plus grande avec la Chine maintenant. Vous pouvez voir, ils voient qu'il y a bien plus d'avantages à travailler avec la Chine qu'avec les États-Unis. Ils se rendent compte de cela maintenant. Ils ont commencé des relations diplomatiques envers à la fois l'Iran et les États-Unis. Ils ont fait des progrès avec cette signature de cet accord de compréhension, ce début d'accord. Et euh, un- si vous, si vous demandez à Hassan Mounir, il est- il dit qu'il est le roi du monde, qu'il a tout sous contrôle, mais politiquement, au Pakistan, il y a, ce n'est pas une situation stable. Et je pense que la majorité de la population pense que Imran Khan, qui a été de manière illégale empêché d'être le leader du Pakistan, je serais d'accord avec cela. Et en plus de cela, il y a une forte, je pense qu'il y a une majorité de présentes chiites qui sont très, très alignés avec l'Iran. Mais le Pakistan a signé le pacte de défense avec l'Arabie Saoudite et, et ils ont fait des menaces, qui a fait des menaces avec le Yémen dans ces derniers jours contre le Yémen. Les Pakistans disent qu'ils vont envoyer leur marine dans la mer Rouge pour donner une leçon aux Houthis, mais c'est une blague. Les Houthis ont déjà démontré qu'ils peuvent faire beaucoup de mal aux Américains, les virer, les Américains, les mettre en échec. Alors, qu'est-ce que le Pakistan va faire? Et j'ai vu un rapport de presse il y a 3 jours qui confirme que le Pakistan veut un renflouement de 10 milliards de dollars des États-Unis. Donc, et je pense, il pense que l'argent peut venir ainsi. Le, le Pakistan, de ce que j'ai compris de sources iraniennes, ils veulent travailler avec les Iraniens. Mustapha Khamenei a dit très clair quelle est la position de l'Iran dans les derniers jours. Elle s'est renforcée, endurcie. Il y en a qui disent qu'il y a une division interne en Iran. En Occident, ils disent ça, qu'il y a une division interne entre ceux qui ont la ligne dure et les autres. Mais c'est de la propagande occidentale. Il y a des gens, oui, en Iran, qui ont été critiqués pour avoir été trop gentils avec l'Occident, mais ils sont eux-mêmes très, très, très forts, justement, également contre l'Occident, contre, contre Trump. Denis Speed prend l'opportunité d'amener quelque chose. Cliff était en discussion avec moi hier soir. Il a parlé de la politique des États-Unis, qui est très similaire à ce que faisait Lord Palmerston au XIXe siècle. Donc, David Starkey, un historien, certains connaissent, il est devenu assez connu pour certaines déclarations qu'il a fait. Il a parlé, il a dit, il y a un an à peu près, que le jour où Poutine a envahi l'Iran, j'ai prévu la fin du système international basé sur des règles. Nous sommes sortis de ce monde et les choses vont complètement changer. Nous avons maintenant la puissance combinée de la Russie et de la Chine.
Nous avons les BRICS avec l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil également. Et nous avons l'anglosphère qui sont maintenant en compétition tous les uns contre les autres. Nous sommes sortis de ce monde des Nations Unies vers quelque chose comme le 19e siècle où il y avait le combat des grandes puissances. Nous sommes de retour dans le monde de Lord Palmerston. Je voudrais savoir, j'aimerais avoir les réponses de Larry et d'Elga. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela implique pour comprendre ce que nous voyons? Merci, Denis, dit Cliff Kirakov. Merci d'amener cela à l'attention de de tout le monde. Dans mon livre sur la croisade Doc, et il y a quelque chose en 2009 qui a été publié, le sous-titre, le sionisme chrétien. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, on m'a demandé, London Publisher, mon éditeur anglais m'a demandé d'écrire quelque chose sur la politique américaine, sur le lobby israélien, la guerre en Irak à l'époque. J'ai commencé à travailler sur ce livre juste après que la guerre en Irak ait commencé. Nous avons un autre livre ensuite qui va sortir en octobre, 7 octobre. Et dans ce livre, je présente dans ce livre, je suis un Américain, je suis généralement la politique étrangère américaine, les relations internationales. Je voulais mettre dans un livre le contexte historique de comment est-ce que ce christianisme sorisme qui a commencé aux États-Unis, quel est son rôle dans la politique étrangère, et la base de Palmerston, qui était le secrétaire des Affaires étrangères de l'Empire britannique en 1830, etc. Palmerston, on lui a conseillé par son beau-fils, en fait, d'ailleurs, de voir le mouvement sioniste qui venait d'être inventé dans les années 1820-1830, de ramener les Juifs à la Terre Sainte. Donc, c'était cette idée de restauration. Donc, cette idée, le christianisme, le sionisme chrétien a commencé à cette époque. Et Palmerston a réalisé que cela pourrait être un opium s'il pouvait avoir les faveurs de la base des chrétiens sionistes. Et certains articles dans la presse pensaient aussi cela utile. Pourquoi? Car c'était une façon pour l'Empire britannique d'aider à fortifier ses objectifs stratégiques à cette époque, qui étaient un, de confronter l'Empire russe et deux, d'exploiter la Chine, disons, et trois, de faire face avec aux Perses. Et donc j'ai mis tout cela ensemble dans un des chapitres pour expliquer que ce sionisme chrétien qui croit en l'Apocalypse, et il croit que la Russie, la Chine et les Perses, les Iraniens, sont les mauvais, et qu'ils vont amener l'Apocalypse. Donc ce scénario a été développé pour transmettre cela avec les États-Unis aussi. Quand j'étais au Sénat, cela prenait de la vitesse dans les années 80, dans la décennie des années 80, et le sioniste chrétien poussait un soutien pour Israël. C'est les années 80, c'était l'une de ce qui m'a poussé à l'époque notamment à écrire ce livre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à la Maison-Blanche le secrétaire d'État, le secrétaire de la Défense, Hexet, c'est un sioniste chrétien, il croit à la restauration du temple. C'est un problème de contre-intelligence. C'est un problème d'opinion publique, c'est un problème de leadership.
C'est une question de renseignement. Nous savons Pete Hegseth, ambassadeur, et l'ambassadeur à Israël, Akabi, un chrétien sioniste. Il y a beaucoup de chrétiens sionistes dans les différentes églises protestantes aux États-Unis aujourd'hui. Très nombreux, toutes les églises traditionnelles, l'église romaine, catholique, l'église orthodoxe, l'épiscopale considèrent le chrétianisme sioniste comme une hérésie. Mais il semble, même si ça peut sembler étrange, cela fait partie de la raison pour laquelle nous avons ces votes à la Chambre pour mélanger les militaires américains et israéliens. C'est parce qu'il y a ce christianisme sioniste. Je commenterai que ce dont il parle, donc il signale un auteur que les États-Unis, peut-être avec les Britanniques derrière la scène, retournent dans le mode de Palmerston, anti-empire russe, anti-Chine, anti-Perse, anti-Iran. Donc c'est ce que j'essaye d'amener. C'est un problème avec l'impérialisme américain. Nous avons commencé comme une république. Quelqu'un a écrit un livre, nous sommes une république, pas un empire. Nous sommes dans une situation assez dangereuse. Il y a beaucoup de gens ignorants à la Chambre et au Sénat. C'est triste, mais cela reflète un déclin de la culture américaine et du système éducatif et du système des universités. Et nous devons faire revivre un sens de la Révolution américaine, de notre constitution, de notre identité en tant qu'américaine et voir depuis des yeux américains et non pas depuis des yeux israéliens. No, yeah, thanks, Cliff, for that. I wanted to see if Helga, if you also had a response to that question, and Jack, I saw your hand was raised. Ok, merci. Cliff, Helga, je voulais, Oh, hold on. Helga was just responding, but you're muted. Helga voulait répondre. Il faut qu'elle allume son micro. Okay. I Voilà. actually wanted to let Jack go, but now since Je voulais unmuted, laisser I'll just say my thoughts. faire Jack, I think mais it's actually je vais extremely partager mes important pensées to quand see même. how Je crois qu'il est très concepts travel important de from voir country comment to les country and over concepts periods of time. voyagent de pays en I think it's pays a very à travers le important temps. concept because, Je crois que for c'est un example, concept the très fact that the important. United States now is acting on a Le fait que les États-Unis Palmerston profile is euh, no coincidence agissent because if you maintenant look suivant le at profil the de British Palmerston Empire n'est did pas une when they realized coïncidence. that they could not Qu'est-ce que defeat l'Empire the britannique mother a colony fait militarily. lorsqu'il a réalisé qu'il ne serait pas 1812, possible when the Civil War, de battre then recognized la it was République impossible américaine to defeat lors de la guerre de America militarily sécession. and reconquer the colony back, which they never gave L'Empire up. colonial ne They serait pas shifted possible gear de and battre decided militairement trying les to États-Unis. convince the Alors, ils ont changé establishment d'approche to pour adopt the tenter model of British de faire en sorte que imperialism, l'élite British américaine empire as the adopte tout basis of a simplement special l'impérialisme britannique relationship, comme base d'une Anglo-American special relation relationship. spéciale So it is no surprise that anglo-américaine. the Americans today would basically Donc, have the same il n'est world pas outlook surprenant like que the British les Empire États-Unis used to aujourd'hui do. aient la même Likewise, partie, même for this argument point de that vue que l'Empire historical britannique de l'époque, sort of notions travel through countries. parce que I ces mean, right notions now, the Russians historiques are se making déplacent de pays en pays. repeated, different Russians are making repeated Nous voyons references to qu'il that y a Nazism is beaucoup de coming back in références Germany. en Russie, par And that exemple, first became au a public nazisme en discussion. I Allemagne. ask you a little bit
Et lorsque back and je l'ai these entendu politicians pour are la saying, première but fois, wait a j'étais second, un peu, they're doing terrible things, but they're not quite like the Nazis were. ça m'a un peu But then you look at the fact choquée. that J'ai dit, oh, ce while sont des Megan politiciens, Ramdani ils ont une mauvaise is politique, mais seriously considering ce ne to sont pas arrest des nazis. Netanyahu when he comes to New York, Mais maintenant, il faut and he said considérer he le fait, cannot par do it exemple, que le maire de New York, there. He's calling Mamdani, upon the government to do envisage it, which he de naturally faire, wouldn't do, ou but voudrait bien nevertheless, arrêter but Netanyahou you s'il know, vient à New York pour in l'Assemblée Germany, générale des Nations Unies, you know, même they s'il have n'en a no pas problem l'autorité. in joining Mais en the Allemagne, fight ils against n'ont the pas International Court of de Justice and the problème International à Criminal Court se joindre, issuing arrest warrants against Netanyahu à la and faire devant la Merz Cour in your internationale de cabinet la saying, justice oh, en the faveur Israelis have d'Israël, done dirty work for alors que everybody cette in Cour the first attack against Iran. So there a already déjà historical dénoncé confusions. Netanyahou I mean, supposedly, pour ses crimes de guerre. Israel was Maintenant, founded Israël, after the Holocaust. dit-on, a Well, I été don't créé à cause de comment about what they're l'Holocauste. doing in Gaza, because Maintenant, everybody je ne vais knows. pas commenter So, sur ses activités à I think Gaza. it's Tout le really monde le important sait, that ce qui we se passe maybe là-bas. among historians Mais start peut-être a qu'entre serious discussion historiens, une to discussion clarify the sérieuse notions, devrait because these notions have s'ouvrir become so concernant like ces the notions. anti-fascists are the Par fascists. exemple, où les It's very, antifascistes it has been deviennent les misused a lot, fascistes. and I think it would Euh, be very important Cela crée de la to confusion aussi dans really la call terminologie. things by the name Et je they crois qu'il should est be called. important de And right now, identifier the question les of phénomènes empire clairement. and imperialism is Parce clearly qu'en on the fait, side of those d'empire et who just a d'impérialisme, little while c'est ago clairement pretended du to be the côté value-based society. de And I ceux, think it's important to ceux discuss qui it. ont I voulu would like construire to une hear what you think about société that. ou Go ahead, Jack. un ordre mondial basé sur les valeurs. Okay, I was going to ask Cliff what he thought about his colleague. I'm sure he probably knows. Jack Peter Gilroy voulait Kuznick. demander à Cliff But in ce a qu'il Zoom a pensait few de nights Peter ago, Kuznick dans he un was Zoom il y a focused in quelques Los jours. Alamos. Peter Il se Kuznick trouve à said Los he really likes Los the idea Alamos. of Et il a dit qu'il attempting aimait to beaucoup get l'idée John de Lister of New Mexico, the tenter de Archbishop, faire en to sorte que negotiate to be an l'archevêque envoy to de la Leo XIV, the American Pope. Nouvelle-Mexique soit l'émissaire He auprès said du he pape thinks Léon that should be XIV, expanded mais to il the pense qu'il leadership of the United faudrait Nations and the other nuclear powers, étendre the cette 9 nations now dealing with initiative nuclear au weapons. niveau des With Cliff's Nations broad Unies, knowledge, etc., de l'Assemblée générale. I'd like to Donc, hear what avec he les thinks of that. connaissances de Cliff, j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Cliff, oui, je suis d'accord que l'Assemblée générale des Nations Unies est certainement un endroit, une entité devant laquelle on devrait poser ces questions et informer tous les membres de cette Assemblée générale qui ne sont peut-être pas au courant de tous les détails. Je crois que le leadership du Saint-Père, son intervention morale s'applique à tout le monde qui s'intéresse à la paix, quelles que soient ses convictions religieuses. Mais je pense que c'est un bon endroit pour commencer. Et je pense que votre lettre va certainement être diffusée au Congrès américain pour dire un peu comme, ah oui, on vous envoie cette lettre pour que vous sachiez ce que nous demandons au Vatican de faire aussi. Le successeur du pape en 1914-15 a aussi joué un rôle majeur dans la paix et dans la diplomatie. C'était aussi le cas du Vatican pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Vatican a un rôle en coulisses qui est très important. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était une force morale au niveau public. Mais malheureusement, certaines forces, on ne va pas entrer dans les détails, mais
certaines forces opposées au Vatican, des forces occultes à Paris et à Londres. Donc, il y aura bien sûr des adversaires au Vatican, visibles ou moins visibles. Donc, plus il y a de soutien pour la diplomatie de la paix, Thank mieux you, c'est. Cliff, because I really had not had that in mind, doing the letter to the Merci, politicians. Cliff. Je n'avais pas This ça en is tête focus, of course, being on the avec ma on the lettre moral aux concept politiciens. that we will C'est get axé to plus sur Pope John le 23rd. concept But I see what moral. you're talking about because Mais je vois ce que vous voulez dire if you look parce back que at World War I, si on regarde la the United Première States Guerre was part mondiale, of Baltimore, who was il y considered to avait un be the cardinal de leading American Baltimore religious qui était leader at the time, considéré comme un Catholic dirigeant, Protestant. grand But he dirigeant supported américain not the de Pope, la but communauté he catholique. supported the flag. He was acting more as a Il Christian nationalist, soutenait urging le Catholic men drapeau plus que to le go pape to Europe et il and incitait les basically jeunes kill the Protestant catholiques sisters américains because of à aller en Europe political pour geographic rejoindre reasons. la guerre And I fear contre that l'Allemagne today pour des Pope's raisons words géopolitiques. may not fall Et je crains que on all les the paroles du majority of pape bishops in the United States, aujourd'hui ne because soient my pas own entendues biased view par is les that évêques the aux bishops in the United États-Unis. States, the Catholic bishops, are basically D'après mon more expérience, les Christian évêques nationalists catholiques than they sont are plus des supporters of nationalistes the basic chrétiens nonviolent Christ. que And des I hate to say that, partisans but de la we have a non-violence. handful really of Il y a Catholic vraiment bishops qu'une today poignée that would agree with d'évêques catholiques what aujourd'hui we're qui seraient proposing here d'accord avec to ce que nous Archbishop proposons John ici Wesley. Things dans can notre change though, lettre à and that's what we're l'archevêque looking Wester. at. We're looking at the Mais les choses possibility peuvent of some changer. change coming about, where Il peut y avoir un these changement religious leaders will begin to think more of the où cross les and the flag. dirigeants Basically, what I'm religieux saying is an nonviolent penseraient Christian moins au that drapeau is very much, I think, part et of this plus à Pope. la paix et à Pope la Francis before non-violence. him. Francis said that there is no such thing as a just war. Le Now pape we're François hearing a dit very much aussi, the a same souligné qu'il words n'existe aucune by the guerre American juste Pope, Leo et on XIV. So entend there's some optimism des there paroles that similaires de la this part could du be pape moved Léon. if people Donc such on as a reliable people like Xi Jinping, raison d'un Putin could certain be moved by it. optimisme, And I Jack, we have suspect to interrupt you. Sorry, because Lester's gonna have to notamment, get going in a few minutes. euh, sorry about that. But That's no okay. notamment auprès de but Xi Jinping et de Vladimir Poutine. Fascinated and listening attentively. Oui, Larry Johnson dit, je ne veux pas vous couper la parole, je trouve que c'est fascinant ce que vous dites, mais je dois pouvoir partir bientôt. Il y a eu effectivement un effondrement de la morale aux États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays sans loi ni foi. La majorité des élus au Congrès ont voté contre la continuation de la guerre contre l'Iran. Mais le président Trump, qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'en a cru. Il a pris le papier et vous savez ce qu'il en a fait avec. Et alors, on est étonné d'entendre dire que l'Iran, d'accuser l'Iran de ne pas tenir ses promesses parce que ce sont les États-Unis qui ont violé toutes leurs promesses et tous leurs engagements. Même le président Bush, à l'époque, c'est lui qui a déchiré le traité de non-prolifération. Il en a retiré les États-Unis. Et il y a un très bon film qui illustre cela, qui s'appelle Angel Heart, avec Robert De Niro et Mickey Rourke. Rourke, c'était un détective qui devait chercher un meurtrier qui a été embauché par un Louis Cypher pour le trouver, soit Lucifer. Et on apprend à la fin que la personne qui cherche, c'est lui-même, c'est lui le meurtrier.
Et ce sont nous, en ce We're all cas, three. nous, We're the ones ce responsible. sont nous, We're the les ones that États-Unis et les Américains, qui sont les menteurs, qui sont les guerriers. Ce n'est pas la Chine qui dispose de 700 bases militaires à travers le monde. Ce n'est pas la Russie qui en a. Ce n'est pas la Chine qui a envahi tant de pays au cours des dernières années. Ce sont les États-Unis. Mais on entend toujours cet argument, oh, c'est nous les bons. Nous sommes les bonnes personnes. Je crains de ce qui va se passer. Je n'ai pas de solution à cela parce que nous avons été tellement exemptés de devoir réparer les dommages, les dégâts que nous avons causés. Je ne vois pas de solution. Mais maintenant, malheureusement, je dois pouvoir vous quitter. J'ai un autre rendez-vous. Jack, si vous voulez terminer, et aussi pour vous dire que j'ai reçu une lettre d'un imam de Michigan qui veut signer votre lettre. Alors, ma pensée pour continuer, c'est que nous avons beaucoup de changements opérés. Pax Christi a beaucoup de travail à accomplir. Nous avons un évêque de Kentucky aussi, qui est le président de Pax Christi. Et il est aussi d'accord avec l'archevêque Wester de Los Alamos en Nouveau-Mexique. Donc, nous contactons les dirigeants catholiques de l'Église catholique aux États-Unis pour les inciter à signer la lettre et à tous les autres. L'archevêque Wester a déjà la lettre entre ses mains. C'est une lettre à l'initiative de Pax Christi de l'État de New York et qui est inspirée par le travail que vous avez fait ici à la coalition, sans quoi nous n'aurions pas eu accès à tant de groupes qui n'ont pas toujours soutenu l'Institut Schiller, mais qui commencent maintenant à écouter ce que dit Helga et l'Institut Schiller. Je crois que vous faites un travail formidable. J'ai été au téléphone dimanche dernier avec deux de vos collaborateurs. Et puis Dennis Speed nous a rejoint aussi sur un appel de conférence. Comme vous savez, mon père et mon grand-père ont travaillé pour obtenir une semaine de travail de 40 heures pour les travailleurs. Et je vois qu'à l'Institut Schiller, vous ne cessez jamais de travailler. Travaillez vraiment beaucoup et je pense que notre lettre et nos efforts vont porter des fruits. Great. Thank you, Jack. Jose, I see your hands raised. Go ahead. José, Yeah. Can you tu peux hear me okay? intervenir? Yes, we can. Yeah. Well, first of all, I just wanted to thank Larry for what he added. It was a very Merci à sobering Larry. what he put into it, to hear that Larry, there pour ce qu'il a are dit, other c'était countries delivering offensive weapons to une Iran, évaluation and très you know that they're testing assouvrissante. the weapons, you know, against an American military is quite Aussi parce horrifying qu'il to a hear. dit sur la The other livraison thing I d'armes wanted à to l'Iran, highlight pas also, d'autres though, pays was comme la something Chine that a Jason Ross réussi. had pointed out in Et yesterday's je veux briefing, souligner which aussi is ce que that Jason even Ross if a the war souligné were dans to le end briefing. tomorrow, Même si la guerre the devait price of fertilizer, the price of arriver à urea, sa some of fin the stuff demain, that is actually les responsible prix for good de, agricultural growth, de feeding l'urée, a lot les of the prix des world, engrais, wouldn't be des until 2028 ingrédients when tout à fait prices would nécessaires actually go back pour to normal. l'agriculture mondiale. So I Il kind faudrait of just attendre want people jusqu'en to realize 2028 something pour, here about the pour retrouver une importance situation when we see normale these après developments, l'interruption des and that des it is livraisons not de just ces some derniers negative mois. piece, that it actually involves development. Mais je And when we are talking souligne about aussi que la situation, paix, c'est pas and we're seulement not talking l'absence de about guerre. La something paix, like cela veut development dire in le bridges, développement. roads, tunnels, and Nous parlons de infrastructure. We développer are des talking ponts, about des the tunnels, millions of des people routes. who are Nous already on parlons the des verge of millions de acute hunger personnes
qui sont déjà en proie à la faim dans le monde et qui sont sur le point d'entrer dans la catégorie d'affamés, qui ne reçoivent tout simplement pas assez de nourriture. Et il va falloir un effort tout aussi important qu'un effort de guerre. Ce niveau sera nécessaire pour éviter, empêcher que les gens meurent de faim et qu'ils aient suffisamment de nourriture pour que les nations aussi soient souveraines. Et je crois que Helga est la personne qui devrait en parler le plus et être entendue. Moi, j'ai 27 ans. Seulement, j'ai vu que des gens se dégagent de la fin de la guerre sans se rendre compte combien de dégâts restent par la suite à cause des répercussions de la guerre. Maintenant, nous allons passer bientôt à la période de questions où les participants peuvent intervenir directement avec leurs questions, leurs suggestions, etc. Et pour cela, pour y participer, vous devez nous rejoindre sur Zoom.